Bonjour, je suis Eric Martin, je vais vous parler de cybersécurité industrielle. Le cours que je vous présente est élaboré selon la référence de l'ANSSI, Guide pour une formation sur la cybersécurité des systèmes industriels. Vous avez là l'URL qui pointe sur le guide, et ce cours est composé de deux parties. La première que nous allons aborder aujourd'hui porte sur les concepts principaux de sécurité des systèmes d'information au sens général, et puis on verra dans une deuxième partie l'étude de la cybersécurité pour les systèmes industriels. L'objectif de la formation est d'abord de comprendre les enjeux qui sont liés à la cybersécurité des systèmes industriels. On parlera de cybercriminalité, on parlera de vulnérabilité des systèmes et on pourra pointer ce qui est propre aux systèmes industriels dans l'ensemble des domaines informatiques. Il s'agit ensuite d'avoir des éléments de base pour identifier des points faibles de ces systèmes, mais également de la manière de gérer ceux-ci et des recommandations, des méthodologies pour renforcer le niveau de cybersécurité des systèmes qui existent déjà. De comprendre les points clés à examiner lors de la conception de nouveaux systèmes, soit par soi-même, soit en tant que donneur d'ordre, et enfin de comprendre les relations fonctionnelles qui existent entre exploitants d'un système et fournisseurs de solutions industrielles selon les principes de l'ANSSI, mais également de l'ISA 99. Le cours fait l'objet d'une évaluation sous la forme de QCM de positionnement à la fin de chacun de ces cours, de rapports de TP pour la partie pratique et d'un QCM général qui pourra aboutir à la certification ANSSI. La première partie de ce cours comporte 7 chapitres. Nous allons aujourd'hui en voir 5. On parlera d'une manière générale de la cybercriminalité, de la définition et des concepts de la sécurité des systèmes d'information, des enjeux de cette cybersécurité. Nous présenterons quelques catégories d'attaques et quelques exemples concrets de ces attaques. La cybercriminalité ou cyberattaque en industrie, avec quelques éléments de rétrospective depuis 2001, Thermor, chauffage connecté, fait l'objet en décembre 2020 d'un rançonnage, de vol de données, de publication des données. Lactalis en 2021 fait l'objet d'une tentative d'intrusion. Laurent Perrier, c'est une intrusion avec l'arrêt des serveurs et une déconnexion de son système d'information. Au Brésil, les abattoirs aux USA, en Australie, JBS, fait l'objet d'un rançongiciel avec 13 000 personnes à l'arrêt. Dans le cadre de PRB Bâtiment, la production de revêtements de façade, un rançongiciel va à nouveau arrêter une semaine l'ensemble de la production. Plus récemment, le groupe Avril fait l'objet de fichiers corrompus, plus d'accès au serveur, un fonctionnement en mode dégradé. En 2021, le groupe Jean Floc et Daioloyo fait l'objet d'un phishing, avec un rançon logiciel qui s'incruste dans le système d'information, les données sont cryptées, il reste 2% de publication de données. Aujourd'hui encore, les grands groupes industriels qui font l'objet de cyberattaques communiquent peu. Je reprends ici le cas du communiqué de presse du groupe Lactalis en février 2021, tentative d'intrusion sur le réseau informatique du groupe Lactalis. Le groupe a détecté une intrusion. Le résultat de nos investigations établissent qu'un tiers malveillant cherche à s'introduire. Nos équipes informatiques sont pleinement mobilisées. Les équipes de Lactalis sont à l'œuvre pour protéger les intérêts de nos clients, de nos partenaires, de nos employés. Comme dans tout défaut de qualité, qu'il soit informatique ou qu'il soit sur les produits, la communication est un élément essentiel pour assurer l'ensemble de ses partenaires. Dans le cas du groupe Avril, on saura qu'il y a un fichier corrompu qui va poser un problème d'accès au serveur et qui va provoquer au sein du groupe un mode dégradé. Pas plus de communication que cela. La cyberattaque, rétrospective 2021 pour Weston, ce sont un ensemble d'incidents de cybersécurité. 60% des attaques observées par le CERT Weston sont des ransomware. 30% des attaques ransomware observées combinent du blocage du système d'information et du vol de données. 90% des victimes ont perdu définitivement des données, mais en échange, le paiement des rançons diminue également. 56% des victimes n'avaient pas anticipé cette cible potentielle d'une cyberattaque. Et c'est peut-être là le plus grave, ça veut dire qu'on est complètement démuni lorsqu'on n'accède plus à son système d'information. Les attaques sont de plus en plus rapides, un minimum de 3 jours et une moyenne de 25 jours entre l'intrusion effective de l'attaquant et la demande de rançon.
La cybercriminalité ou cyberattaque en industrie peut être observée sous différents rapports. Ici, le rapport du ministère de l'Intérieur, les attaques par rançongiciel, donc les ransomware, avec un secteur industriel particulièrement touché. Il représente 15% des victimes en 2021 alors qu'il ne représente que 7% du tissu économique. Une accélération de 32% des attaques entre 2019 et 2020, une croissance de 50% par an des rançons entre 2016 et 2020. La valeur médiane de cette rançon ne cesse elle-même d'augmenter. On pourra retrouver dans ce rapport-là que parmi l'ensemble des secteurs d'activité, les industries manufacturières, les industries extractives et autres représentent 15% des établissements qui ont fait l'objet d'une rançon pour 7% de l'ensemble des établissements dans l'économie. Comment s'organise la France face à la cybercriminalité? Tout d'abord, rattaché au Premier ministre, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI. Il est obligatoire aujourd'hui, de par la loi, de signaler à l'ANSSI tout défaut de sécurité, d'autant plus que l'entreprise est par exemple un opérateur d'importance vitale. L'ANSSI elle-même a développé un certain nombre d'outils comme le site Cybermalveillance, nous y reviendrons dans quelques minutes, mais également pour la formation et le développement des compétences, le label SecNumEdu. Ainsi, la formation qui est dispensée à l'école d'ingénieur NCBS est une formation reconnue par le label SecNumEdu. Le renseignement joue un rôle capital par rapport à cette organisation internationale de la cybercriminalité. Il pourra aboutir du côté du ministère de l'Intérieur, à la fois des forces spécialisées au niveau de la gendarmerie ou de la police nationale, auprès desquelles il est tout à fait utile de prendre contact dès qu'il y a un incident de sécurité. Mais il existe aussi au sein du ministère des Armées le ComCyber, qui a cette fois-ci la possibilité non seulement de défendre l'intérêt national, mais également d'attaquer nos attaquants. Le site Cybermalveillance va reprendre les principales menaces, avec pour chacune d'entre elles la définition, les modes de prévention, la réaction en cas d'attaque, les éléments de législation, mais également les supports pour permettre à ceux qui veulent investiguer comment faire. Première menace, c'est la fuite et la violation de données personnelles. Le site va définir qu'est-ce qu'une fuite ou une violation de données personnelles, comment se prémunir contre les fuites de données personnelles, que faire en cas de fuite ou de violation de données personnelles, que dit la loi et quels sont les supports proposés pour éviter, pour prévenir de ces fuites ou violations de données personnelles. Le deuxième type d'attaque, c'est le cyberharcèlement, le harcèlement en ligne. Ensuite viendra le piratage du système d'informatique. Il existe également les virus informatiques, les fraudes à la carte bancaire, le spam électronique ou le courrier indésirable, le piratage de comptes, le phishing ou hameçonnage, l'arnaque aux faux supports techniques, les fausses emplois, sauf offres d'emploi par mail, ainsi que les ransomware ou les rançongiciels. Nous reviendrons en détail dans un exemple à la fin de ce premier cours sur les phases d'infection, de chiffrement des données et de demande de rançon que savent faire les attaquants. Revenons maintenant sur quelques définitions et principaux concepts. Dans le domaine de la sûreté de fonctionnement, nous allons qualifier des fautes comme étant accidentelles ou intentionnelles, internes ou externes. Ces fautes vont amener à mesurer la sûreté de fonctionnement des systèmes, comme par exemple la disponibilité, c'est-à-dire la capacité du système à être prêt à l'utilisation, la fiabilité qui assume la continuité de service, la sécurité innocuité, qui est l'absence de conséquences catastrophiques lors du fonctionnement du système, la confidentialité, qui est l'absence de divulgation non autorisée de l'information, l'intégrité, qui est l'absence d'altération inappropriée de l'information, et la maintenabilité, qui est l'aptitude aux réparations. Dans le domaine de la sûreté informatique, nous allons voir principalement les trois concepts de disponibilité, confidentialité et intégrité. L'intégrité, c'est de s'assurer que les données n'ont pas été altérées durant la communication, de manière fortuite ou de manière intentionnelle. La confidentialité, c'est de rendre l'information inintelligente à d'autres personnes que seuls les acteurs de la transaction peuvent avoir.
La non-répudiation, c'est de s'assurer qu'aucune des parties d'une transaction ne pourra nier son existence ultérieurement. L'authentification, c'est d'assurer l'identité de l'utilisateur, c'est-à-dire de garantir à chacun des correspondants que son partenaire est bien celui qu'il croit être. Enfin, la disponibilité, c'est de maintenir le bon fonctionnement du système d'information. D'un point de vue plus schématique, retrouvons ici à gauche l'émetteur d'une transaction, à droite le serveur et cet espion qui est au milieu. La confidentialité des données, c'est d'éviter que cet indiscret ne puisse récupérer ce message. L'intégrité des données, c'est d'éviter que cet indiscret ne puisse envoyer au serveur un message qui pourrait modifier les données. Et l'identité des interlocuteurs, c'est de permettre à tout tiers et d'éviter à tout tiers de se faire passer par le serveur de données. La paternité ou non-répudiation de la transaction, c'est d'assurer et de mémoriser l'historique des transactions et d'assurer l'identité de les émetteurs et récepteurs de ces transactions. Enfin, la disponibilité des données, c'est d'assurer la continuité du service, quelle que soit la volonté d'un tiers de bloquer le système. Les enjeux de la cybersécurité et de la sécurité des systèmes d'information se retrouvent dans des programmes nationaux comme France 2030. Il s'agit d'un enjeu de confiance. Bénéficier des possibilités offertes par le numérique sans crainte pour la sécurité de leurs données ou la disponibilité des services. C'est un enjeu économique, la capacité à se protéger face aux attaques informatiques. Mais c'est également et surtout un enjeu de souveraineté, préserver l'autonomie d'action des acteurs de notre pays. On retrouvera donc la cybersécurité comme étant une des conditions majeures pour mieux réussir l'enjeu du programme France 2030. La stratégie de la cybersécurité s'écrit également au niveau de la Commission européenne. Il s'agit d'assurer la résilience, la souveraineté technologique et le leadership de l'Europe dans le domaine de la cybersécurité, avec l'édiction de règles de sécurité des réseaux de centres d'opérations de sécurité, des pôles d'intervention numérique. Il s'agit également pour l'Europe de maintenir des capacités opérationnelles de prévention, de dissuasion et de réaction, notamment en utilisant de manière conjointe des unités de cybersécurité, de renforcer la cyberdiplomatie et de développer des coopérations en cyberdéfense. Il s'agit enfin pour l'Europe d'établir un cyberespace ouvert et mondial pour protéger les droits et libertés, développer la cyberdiplomatie, soutenir les transactions numériques, renforcer les capacités industrielles en cybersécurité. Pour l'ANSSI, la stratégie, c'est à l'apport la compétence. Éclaireur de la transformation numérique, l'ANSSI vise à renforcer l'efficacité opérationnelle de l'ensemble des acteurs face aux menaces, d'accompagner les formations en cybersécurité. C'est ensuite l'ouverture, de développer les synergies, de structurer l'écosystème, de répondre aux engagements européens. Et c'est enfin l'agilité, c'est-à-dire l'ANSSI est une administration orientée bénéficiaire qui vise à renforcer la culture de l'expérimentation et d'accompagner l'ensemble de ses agents. Que parle-t-on lorsque l'on parle d'attaque? Je reprends ici des définitions que donne l'ANSSI. Tout d'abord, les attaques de déstabilisation. Il s'agira dans un premier temps de parler de saturation. Sont généralement destinées à rendre indisponible un service web sur Internet. On parle alors de déni de service. C'est quoi? C'est par exemple saturer la bande passante du réseau, ouvrir un grand nombre de sessions TCP, exécuter un grand nombre de traitements en base de données, de manière intentionnelle, à saturer la machine, à saturer le réseau. Comment? Par des attaques en botnet, c'est-à-dire des machines compromises qui ont déjà été traitées par les attaquants au niveau du réseau mondial et que l'on va utiliser comme étant émetteurs d'informations indues. Ce sont des attaques par réflexion, des attaques par amplification, des techniques qui vont permettre de démultiplier des requêtes sur le réseau. Comment se protéger? Eh bien d'abord filtrer en bordure de réseau. On verra par la suite de ce cours comment mettre en place ce qu'on appelle des zones démilitarisées. De faire des réseaux de serveurs CDN, de faire des redirections DNS, tout ça en vue de limiter l'attaque à une partie du système de réseau. Deuxième type de déstabilisation, c'est la défiguration. Il s'agit là de modifier le contenu d'un site web,
De nombreuses collectivités ont fait l'objet de déconfiguration ou de défiguration de leur réseau Internet, d'exfiltrer et de divulguer des données. On parlera alors de vol ou rançonnage. Autre catégorie d'attaque, l'espionnage. Il s'agit en général d'attaques ciblées avancées, ou APT en anglais. Ces attaques, principalement menées pour l'espionnage, sont à des fins économiques ou scientifiques et utilisent généralement deux types de modes opératoires. L'attaque par point d'eau. Il s'agit de piéger un site internet légitime afin de l'infecter, d'infecter les machines des visiteurs de ce site. Plus généralement, on retrouvera aussi l'hameçonnage ciblé. Le courriel usurpe l'identité d'une personne connue dans le but de la duper, de l'inviter à ouvrir une pièce jointe ou un site malveillant. Vous retrouverez ici un exemple de ce que j'ai pu recevoir au niveau de mon compte professionnel, un message de la Banque Populaire qui m'invite à consulter un site pour lequel vous verrez apparaître une URL tout à fait farfelue. Dans les catégories d'attaque, le malware ou logiciel malveillant. Ce logiciel a été spécifiquement développé pour organiser un sabotage ou une panne. L'exemple, qui est le premier logiciel malveillant connu, c'est Stuxnet, l'attaque de centrifugeuses iraniennes. Le scénario est le suivant. Il y a une connaissance d'abord du type d'automates et d'utilisation qui sont faits dans le cas de centrifugeuses pour enrichir l'uranium en Iran. La NSA va alors développer un logiciel permettant d'attaquer ces automates, déposer sur des clés USB et les distribuer gratuitement à un ensemble d'ingénieurs iraniens en conférence internationale. Ces ingénieurs vont maladroitement connecter ces clés dans leurs terminaux, ce qui va permettre la propagation d'un virus dont l'effet est tout simplement de modifier légèrement la vitesse maximum de rotation des centrifugeuses tout en limitant l'indication au niveau de l'écran. L'attaque par ransomware ou rançongiciel a fait l'objet d'une augmentation de 255% entre 2020 et 2019 selon l'ANSSI. Il s'agit d'envoyer à la victime un logiciel malveillant qui va chiffrer l'ensemble des données de cette victime et va lui demander une rançon en échange d'un mot de passe qui permettrait le déchiffrement. On assiste aussi à l'attaque par hameçonnage ciblé, dans lequel il y a d'abord un hameçonnage, le courriel usurpe l'identité d'une personne connue dans le but de duper le destinataire, à vous rouvrir une pièce jointe malveillante ou suivre un lien sur le site web. Il y a ensuite une escalade de privilèges. L'attaquant cherche à obtenir des droits d'administrateur pour s'implanter dans le poste de travail et serveur de l'organisation. Et enfin, une exfiltration, donc c'est-à-dire une communication à l'extérieur de l'ensemble des données, avec éventuellement cryptage ou pas de ces données. Les attaques ont des cibles diverses. On va retrouver une attaque sur les contenus, avec pour première conséquence l'atteinte à la vie privée. On retrouvera ensuite l'attaque à but économique, avec en général cette fois-ci des attaques autour des services. On parlera de sabotage lorsqu'il s'agit cette fois-ci d'attaquer les infrastructures du système d'information. Les mesures que l'on aura face à ces types d'attaques sont pour les contenus de préserver la confidentialité, pour les services de préserver l'intégrité de ces services et pour les infrastructures de préserver la disponibilité et la traçabilité de ce service. Il faut savoir que la législation oblige tous les opérateurs à garder les traces de connexion pendant un certain temps nécessaire à pouvoir mener une enquête de justice. Regardons maintenant plus particulièrement un exemple d'attaque de rançongiciel. C'est le cas d'Erugor qui a été publié par l'ANSSI. Dans un premier temps, les attaquants vont envoyer et chercher à envoyer un document avec une macro malveillante. Mais l'envoyer à qui? Pour ceci, ils vont utiliser Emotet, qui est un call malveillant distribué par Botnet. Et à travers des campagnes massives de courriels d'hameçonnage,
souvent parmi les plus volumineuses en termes de campagne d'envoi de courriel. Ces courriels d'hameçonnage vont contenir des pièces infectées. Donc, cette distribution se fait par Emonet ou sur le TA 551. Parmi l'ensemble des destinataires, un ou plusieurs vont malheureusement activer cette macro malveillante. Elle va donc distribuer un cheval de Troie. Par exemple, c'est Cabot. Cabot permet la journalisation des frappes, une fonctionnalité de porte dérobée et des techniques pour échapper à la détection. De plus, Cabot va essayer de se protéger par rapport à l'analyse des outils de scan que l'on peut avoir sur les PC par exemple. Une autre possibilité est la possibilité de voler des emails. Ceux-ci sont ensuite utilisés par les attaquants pour envoyer des emails ciblés à de nouvelles victimes. Par exemple, parmi les documents malveillants, vous retrouvez ici un message du Crédit Agricole vous enjoignant à suivre un espace sécurisé. Regardez l'URL de cet espace, il est loin d'être celui d'une application du Crédit Agricole. La troisième étape est celle de la latéralisation. Par exemple, le logiciel qui est un outil commercial Cobalt Strike va permettre la connexion de serveurs, de commandes et de contrôle, la reconnaissance d'un réseau, le scan de vulnérabilité et tout ce qui est post-exploitation avec des fonctionnalités comme la prise en main à distance, le transfert de fichiers bidirectionnels, l'enregistrement des frappes au clavier, les captures d'écran, les enregistrements audio et vidéo. En clair, à distance, le pirate va pouvoir circuler dans votre système d'information et connaître tout ce que vous pouvez faire. La quatrième étape porte sur le contrôle en ligne. À nouveau, ADF-INF permet d'exploiter toutes les bases de données, les annuaires, les services qui mettent en lien les utilisateurs avec les ressources du réseau. Par exemple, on pourra avoir le compte d'un utilisateur, son poste occupé, son numéro de téléphone, son mot de passe, ses autorisations. On va rechercher par là à pouvoir accéder aux bonnes informations de l'ensemble du système d'information. Vient ensuite en étape 5 l'exfiltration. Il s'agit là de pouvoir transférer une grande quantité de données de votre système d'information, avec des données non structurées, des vidéos, des sauvegardes, des journaux, vers l'extérieur. L'étape 6, c'est le chiffrement. Et là, Prolock est un logiciel malveillant qui a été développé par Egregore. C'est un DLL qui est injecté dans le processus inexplore.exe. Egregore va créer un raccourci dans les répertoires en vue d'avoir les droits de chiffrement de tous ces répertoires de votre système d'information. Egregore utilise un algorithme de chiffrement sur la base d'un RSA 2048. Une fois chiffrés, les fichiers sont eux-mêmes renommés en utilisant une extension aléatoire. Ce qui était par exemple un tableau Excel devient un fichier PDF. Il n'existe aucun outil capable de déchiffrer des fichiers chiffrés, hormis ceux qui utilisent la clé privée, celui donc qui a chiffré vos données. Et un fichier texte, recoverfile.txt, va être placé dans tous les répertoires et va contenir une note sur la manière de payer la rançon. Mais Egregore va aussi publier toute ou partie de vos données pour faire pression sur la rançon qui vous a demandé. Plusieurs domaines ont été ainsi utilisés, comme egregoresub.com ou newsegregore.com, dans lequel ce logiciel malveillant va publier tout ou partie des informations qu'il a récupérées chez vous. C'est donc un couple entre registraire et serveur de nom, qui est relativement peu commun, qui a été développé par Egregore et qui correspond aux habitudes d'enregistrement d'autres domaines du groupe d'attaquants, le TA 505. Donc pour résumer, une attaque en plusieurs temps, qui va, comme on l'a dit précédemment, mettre entre quelques jours et quelques semaines. Tout d'abord, une très large campagne de courriel d'hameçonnage. Il y aura bien quelqu'un à cliquer. Une fois qu'on a cliqué, le logiciel malveillant est introduit. Il va donc définir ou distribuer 4 bots qui va pouvoir explorer ce qui se passe dans votre système d'information, rechercher des droits d'utilisateur,
l'ensemble des zones dans lesquelles se trouvent des données intéressantes. Vient ensuite la letterisation, qui va permettre d'exfiltrer ces données. La recherche ici d'exploitation, l'exfiltration, le chiffrement, et voire éventuellement la publication des données. On a dans la publication de l'ENSI l'ensemble des vecteurs d'infection, d'exécution, de persistance, d'élévation de privilèges, d'évasion de la défense, d'accès aux informations d'identification, de latéralisation, de commande et de contrôle, d'exfiltration et d'impact. Bien évidemment, il ne s'agit pas ici d'être un spécialiste de la cybersécurité ou de la cyberdéfense, mais simplement comprendre que aujourd'hui, les attaques cyber représentent près de 3 000 milliards de dollars coût aux entreprises et collectivités chaque année. Et l'on prévoit que ce coût pourrait atteindre 10 000 milliards de dollars par an en 2025. Souvent, la protection réside en quelques moyens simples d'organisation et de techniques à mettre en œuvre.